Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ne monte pas dans la voiture. Le cri perça l'air froid de cette fin d'après-midi d'automne comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Jamie, un garçon maigrelet de 14 ans, haletait, le visage rouge et les yeux débordants de terreur. Sa voix était cassée, à bout de souffle, comme s'il avait couru des kilomètres pour atteindre Michael Harper. Michael, les clés suspendues au-dessus de la portière de sa Tesla noire, se figea instantanément. Le temps sembla ralentir autour de lui. Le vrombissement lointain des voitures dans la rue s'estompa dans un silence presque surnaturel. Il tourna lentement la tête vers Jamie. Le garçon, habillé d'un vieux sweatshirt trop grand et de jeans délavés, venait du quartier pauvre de Southside, Chicago, un monde si éloigné de celui de Michael qu'il en était presque irréel. « Jamie, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Michael, sa voix trahissant un mélange d'incrédulité, d'irritation et d'une pointe d'impatience. Il avait encore à l'esprit la réunion qu'il venait de quitter, les chiffres et les contrats qui régissaient son empire. Mais Jamie ne répondit pas. Ses yeux fixaient intensément la voiture, comme s'il y avait vu quelque chose d'invisible, d'innommable. Un frisson glacé parcourut l'échine de Michael. « Qu'est-ce que tu as vu ?» murmura-t-il, s'avançant vers le garçon. Puis, soudainement, Jamie chancela. Son corps fléchit, ses jambes ne supportèrent plus son poids, et il tomba lourdement sur le trottoir. Michael se précipita vers lui, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il posa une main tremblante sur l'épaule du garçon. « Jamie. Respire, mon garçon, parle-moi. » Mais il n'y avait plus de souffle, plus de mouvement. Les yeux de Jamie étaient fermés, son visage figé dans une expression douloureuse, comme s'il avait vu la mort venir. Un silence glacial s'abattit sur la rue, un silence lourd, pesant, un cri silencieux dans une ville qui, trop souvent, fermait les yeux sur la douleur des autres. Michael Harper était un homme de pouvoir et d'argent. À 42 ans, il incarnait le rêve américain dans toute sa splendeur. Héritier de la fortune bâtie par son père dans la construction, il dirigeait Harper Développement, un empire immobilier qui dessinait chaque jour un peu plus le visage moderne de Chicago. Des gratte-ciels étincelants au quartier résidentiel huppé, son nom était partout. Pourtant, derrière ce succès flamboyant, il y avait des ombres que Michael préférait ne pas voir. Des expulsions brutales orchestrées dans des quartiers oubliés, des familles chassées sans ménagement, des rues où l'espoir s'effilochait doucement. Southside, ce quartier où vivait Jamie, était l'un de ces endroits laissés à l'abandon, un puzzle de pauvreté et d'oubli dans une ville qui avançait à grands pas sans lui tendre la main. Michael s'était toujours considéré comme un homme juste, un bâtisseur qui contribuait au progrès. Il s'était persuadé que son travail, ses investissements, finiraient par améliorer la vie de tous. Mais aujourd'hui, face à ce garçon mort à ses pieds, ce récit confortable s'effondrait. Quelque chose en lui venait de se briser, irrémédiablement. La police conclut rapidement à un arrêt cardiaque. C'était la version officielle, la plus simple, la plus rapide. Jamie, un garçon fragile du Southside, avait succombé à une crise soudaine inexplicable. Aucun signe de lutte, aucun témoin autre que Michael. L'affaire fut classée. Mais Michael Harper ne pouvait pas se résoudre à cette explication. Son instinct, ce même instinct qui l'avait propulsé au sommet des affaires, lui criait qu'il y avait plus. Que cette mort n'était pas un hasard. Que Jamie ne s'était pas simplement effondré par malchance. Les jours suivants furent un tumulte de doutes et d'angoisse. Michael, incapable de laisser la vérité s'évanouir, engagea Sarah Mitchell, détective privée réputée dans les enquêtes urbaines, une femme perspicace et inébranlable, connue pour ne jamais lâcher prise. Sarah était une femme dans la quarantaine, au regard vif et aux traits marqués par des années passées à sonder les bas-fonds des villes, à démêler les secrets que certains préféraient garder enfouis. Lorsqu'elle prit l'affaire, elle sut qu'elle ne s'agissait pas d'une simple mort naturelle. Elle commença par examiner la voiture. Une Tesla Model S flambant neuve, qui symbolisait la réussite et la modernité, mais qui cachait cette fois un secret macabre. Sous le siège du conducteur, un dispositif avait été installé. Une bombe artisanale, une mécanique rudimentaire mais efficace, destinée à exploser au moment où Michael s'assiérait. Mais quelqu'un ou quelque chose avait empêché la tragédie ultime. Le détonateur avait été désamorcé à la dernière seconde. S'ara sentit l'horreur grandi. Jamie avait vu le danger. Jamie avait essayé d'avertir Michael.
Michael plongea alors dans le passé de Jamie et de sa famille. Il rencontra Anna Collins, une femme au regard dur, à la fois brisée et inébranlable. Anna avait travaillé pour Harper Développement, engagée dans l'équipe administrative, avant d'être brutalement licenciée après avoir dénoncé des malversations internes. Pots de vin, corruption généralisée, pratiques illégales qui gangrénaient l'entreprise. Elle avait été une voix isolée dans le silence complice des bureaux luxueux. Elle avait tenté d'alerter Michael, mais sa parole avait été étouffée. Pour elle, la survie de sa famille et la dignité des habitants du South Side passaient avant tout. Mais ce combat lui avait coûté cher. Un emploi, une réputation, la sécurité. Michael commença à comprendre. Jamie n'était pas une simple victime du hasard. Il était mort en héros, protégeant son propre père, mais surtout la vérité que Michael avait choisi d'ignorer. Cette révélation ébranla Michael au plus profond de lui-même. Le garçon qu'il avait cru distant, insignifiant, lui avait en réalité sauvé la vie, en donnant la sienne. Michael se promit que cette vérité, même si elle allait détruire son empire, allait enfin être entendue. Que Jamie ne serait pas mort en vain. Le complot était plus vaste que tout ce que Michael Harper aurait pu imaginer. Ce n'était pas simplement une attaque isolée, ni même une vengeance personnelle. C'était une opération froide, méthodique, organisée depuis des mois, peut-être des années, par des forces agissant dans l'ombre. Et le plus insupportable pour lui, c'était que ces forces venaient de l'intérieur. Les premiers noms révélés par Sarah Mitchell l'ébranlèrent. Gerald Monroe, directeur financier de Harper Développement depuis plus de 10 ans, un homme que Michael considérait comme un mentor. Rina Caldwell, chef du département juridique, brillante, loyale en apparence, mais qui avait discrètement falsifié des documents pour couvrir des transactions douteuses. Et pire encore, Victor Bell, un ami d'enfance de Michael, aujourd'hui vice-président de l'entreprise, qui avait tissé en secret des liens avec les concurrents directs de Harper Développement. L'attentat à la voiture n'était que l'élément final d'un plan d'éviction. Il savait que Michael, malgré ses failles, n'aurait jamais approuvé leur projet, diviser l'entreprise, vendre les actifs les plus précieux à des groupes étrangers, abandonner complètement les quartiers populaires pour maximiser les profits. Jamie n'avait été qu'un dommage collatéral imprévu. Ou peut-être, pensait Michael avec une douleur sourde, un obstacle éliminé par ceux qui ne supportaient pas qu'un enfant voie ce qu'eux avait caché. Michael aurait pu tout abandonner. Vendre, fuir, se terrer dans l'oubli. Mais quelque chose avait changé. Jamie. Sa mort avait laissé un vide que rien ne remplissait, sauf la soif de vérité et de justice. C'est là que l'alliance improbable prit forme. Michael, le magnate tombé de son piédestal. Anna Collins, la femme qu'il avait autrefois ignorée, trahie par son entreprise, aujourd'hui guidée par une rage maîtrisée. Et Sarah Mitchell, l'enquêtrice au sang-froid, qui avait compris que ce combat dépassait une simple affaire privée. Ils élaborèrent un plan méthodique. Utiliser les failles du système que Michael connaissait si bien pour le retourner contre ceux qui l'avaient trahi. Exploiter les réseaux d'Anna, autrefois engagés dans les luttes communautaires, pour faire entendre la voix des oubliés. Et publier les résultats de l'enquête de Sarah dans les bons médias, au bon moment. Les semaines suivantes furent un combat sur plusieurs fronts. Juridique, d'abord. Une demande d'enquête fédérale fut déposée, appuyée par des preuves accablantes fournies par Sarah. Des enregistrements, des virements illicites, des échanges de mai où les comploteurs parlaient de neutraliser Harper. Médiatique, ensuite. Un grand quotidien publia un dossier explosif intitulé « Bâtir sur les ruines, l'Empire Harper et la guerre interne ». La couverture montrait une photo de Jamie, avec une légende simple, il savait. Social, enfin. Des rassemblements éclatèrent dans Southside. Cette fois, pas pour dénoncer Harper, mais pour soutenir l'idée d'un changement réel. Michael apparut publiquement aux côtés d'Anna et déclara qu'il rendrait des comptes. Des visages tombèrent. Gerald Monroe fut arrêté en plein conseil d'administration. Rina Caldwell, acculée, coopéra avec la justice. Victor Bell tenta de fuir le pays, mais fut intercepté à l'aéroport. Mais malgré toutes ces victoires, Michael comprit que le vrai combat ne se gagnait ni dans les tribunaux, ni à la une des journaux. Il se gagnait dans les rues qu'il avait aidé à construire, puis à détruire. Aux côtés d'Anna, il lança un projet de reconstruction de Southside. Non pas avec des immeubles luxueux, mais avec des logements abordables, des écoles rénovées, des centres culturels. Le projet fut baptisé The Jamie Initiative, en mémoire de l'enfant qui avait tout vu et tout sacrifié.
Anna devint une figure incontournable de ce mouvement. Sarah, elle, continua à enquêter, mais resta en lien avec eux, veillant de loin à ce que la corruption ne revienne pas. Michael, enfin, changea. Le pouvoir ne lui servait plus à dominer, mais à réparer. Il n'avait plus besoin de construire des tours. Il bâtissait désormais des ponts humains, sociaux, durables. Et parfois, lorsqu'il passait devant l'ancienne maison de Jamie, il croyait entendre une voix dans le vent lui dire, doucement: « Tu as entendu, cette fois. » La fondation Jamie Collins ne fut pas un simple geste de charité. Ce fut un tournant. Une prise de position. Michael Harper la créa moins pour apaiser sa conscience que pour réparer, autant que possible, ce que des décennies d'indifférence et de profit avaient détruit. Il injecta plusieurs millions de dollars de sa fortune personnelle, mais surtout, il ouvrit les portes de son empire. Chaque filiale de Harper Développement devait dorénavant consacrer un pourcentage de ses bénéfices au développement communautaire local. Ce n'était plus une option. C'était une politique. Anna Collins fut nommée codirectrice de la fondation. À ses débuts, certains investisseurs, choqués par l'idée de voir une ancienne lanceuse d'alerte occuper un poste stratégique, menacèrent de se retirer. Michael n'en retint aucun. Anna prit ses fonctions avec l'élégance des femmes forgées dans la douleur. Elle mit en place des bourses pour les jeunes, un programme de mentorat associant entrepreneurs et adolescents du quartier, et fonda une école alternative au cœur de Southside, centrée sur l'art, l'engagement civique et la technologie. Le bâtiment de cette école portait sur sa façade une fresque géante, le visage de Jamie, regard tourné vers l'avenir, sur fond de ciel éclatant. Elle devint un emblème. Un rappel. Chaque année, le 17 octobre, date de la mort de Jamie, une cérémonie était organisée dans ce qui était autrefois un terrain vague, jonché de débris et d'herbes folles. Ce lieu avait été réaménagé par Harper Développement, mais pas selon les anciens standards. Cette fois, il avait été pensé en dialogue avec les habitants. Aire de jeu, jardin communautaire, amphithéâtre à ciel ouvert. Le parc fut baptisé Parc du souffle de Jamie. Les enfants couraient entre les arbres, grimpaient sur des sculptures en acier qui racontaient l'histoire du quartier. Le jour de la cérémonie, un silence respectueux s'abattait sur la pelouse. Des anciens du quartier prenaient la parole. Des élèves lisaient des poèmes. Anna, chaque année, récitait une lettre écrite à son fils. Sarah Mitchell, souvent présente, se tenait en retrait, la main sur le cœur. Et Michael, le visage marqué par les années, assistait à tout cela, assis sur un banc qu'il avait fait graver d'une simple phrase. Il a vu ce que les autres refusaient de voir. Le regard de Michael Harper n'était plus celui de l'homme d'affaires sûr de lui, que rien ne semblait pouvoir ébranler. Il avait changé. Il avait vécu la trahison, la perte, la révélation. Mais il avait aussi connu la rédemption, cette forme rare de transformation qui ne s'achète pas. Il ne cherchait plus les honneurs. Il refusait désormais les interviews, les distinctions, les propositions de mandat public. Tout ce qu'il voulait, c'était voir ses enfants courir, apprendre, rêver. Il se tenait parfois à distance, observant les enseignants sourire, les mères discuter, les ados débattre dans l'amphithéâtre. Parfois, son regard croisait celui d'un garçon de 14 ans, là, sur une balançoire, dans une classe, dans un jardin. Et il revoyait Jamie. Toujours. Ce que Jamie avait déclenché allait bien au-delà d'un attentat déjoué, d'un empire nettoyé ou d'un parc rénové. Il avait allumé un mouvement. Son dernier cri, lancé dans la peur mais guidé par le courage, avait réveillé une conscience collective endormie. Southside ne serait plus un quartier oublié. Il devenait un laboratoire d'espoir, un modèle urbain copié par d'autres villes. Ce qu'un enfant avait vu en quelques secondes, des hommes puissants l'avaient ignoré pendant des décennies. Et pourtant, grâce à lui, le vent tournait.